à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va devenir encore plus d'actualité très bientôt avec le confinement qui est en train de se terminer et j'ai nommé comment se passent les événements en boutique pour le format de Commander particulièrement. Donc on va voir tout le processus de votre arrivée au magasin jusqu'à votre départ et je vais vous donner mon avis et des petits trucs pour chacune de ces étapes. Bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet avant de vous lancer ou d'arriver là sans avoir en main les informations que vous pensez que vous avez besoin, cette vidéo est pour vous. Même si vous êtes quelqu'un qui avait déjà l'expérience des événements en boutique, je suis certain que vous allez entendre une ou deux choses minimum dans cette vidéo qui vont vous être utiles dans vos expériences futures et qui vont les rendre plus agréables encore qu'elles le sont déjà. Donc, évidemment, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est basé sur mon expérience personnelle, ma vision personnelle du format et de ce que devrait être un événement en général. Je ne vais pas parler d'aucune boutique en particulier, je ne vais pas les nommer, je ne veux pas faire de l'ombre à qui que ce soit. Donc bref, c'est vraiment mon opinion personnelle et ma façon de voir les choses. Gardez ça en tête, c'est pas une vérité absolue, mais je pense que c'est une très bonne ligne directrice pour vous donner une idée de quel genre d'événement est plaisant, qu'est-ce que vous devriez faire dans un événement pour le rendre plus agréable pour vous et pour les autres. C'est toujours notre philosophie, on veut que tout le monde autour de la table ait du plaisir. Sans plus attendre, on va commencer avec votre arrivée au magasin. Lorsque vous allez arriver au magasin, je vous recommande de le faire minimum 15 minutes avant le début de l'événement. Il n'y a à peu près rien de plus agréable que de commencer son événement en arrivant à la dernière minute, en faisant la file. Peut-être que la personne derrière le comptoir est déjà occupée avec un client, que peu importe ce qui arrive, bon bref, ça peut arriver, bien entendu. Là, on a tous des imprévus, on a tous des situations qui font que parfois on va devoir être à la dernière minute. Mais si vous avez le choix et que vous n'êtes pas pris dans une situation dans laquelle vous n'avez pas de contrôle sur ce qui arrive, je vous recommande fortement d'arriver au moins 15 minutes à l'avance pour prendre le temps de vous inscrire, peut-être de discuter avec certaines personnes, de regarder la sélection de cartes de la boutique, etc. Bref, c'est toujours une bonne pratique et ça va rendre ça beaucoup plus agréable pour vous. Vous allez avoir le temps de vous poser, de sortir les decks que vous voulez jouer ce soir-là, de vérifier que vous avez bien tout amené, si vous avez oublié votre playmat, d'aller demander à la boutique de vous en prêter un. Les boutiques ont à peu près toutes des playmats en stock qui sont là expressément pour ça, pour les prêter, parce que c'est profitable pour eux de vous prêter un playmat parce que ça fait que vous venez à leur événement, ça fait que vous allez découvrir c'est quoi un playmat. Peut-être que vous allez vouloir acheter un playmat comme celui-là dans le futur. Donc, c'est bon pour vous, c'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde. On aime ça. Donc, vous allez arriver, vous allez vous inscrire. La plupart des boutiques dans ma région, bon là évidemment, je m'excuse à mes cousins français qui nous écouteraient, j'ai pas eu la chance d'aller jouer en France, j'ai pas la prétention de savoir comment ça se passe par chez vous, de l'autre côté de l'océan. Mais j'imagine que ça doit être quand même assez universel. Et donc, bref, j'ai pas eu la chance d'aller jouer en France. J'espère pouvoir y aller un jour. J'ai l'intention d'aller jouer aux États-Unis aussi. Bref, je veux aller jouer ailleurs, voir d'autres perspectives de d'autres gens, comment ça se passe ailleurs. Mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de le faire encore. Donc, si je dis des choses qui pour vous semblent un peu bizarres ou dénaturées, c'est probablement parce que dans votre coin de pays à vous, ça se passe pas de la même façon qu'ici. Et d'ailleurs, je vous invite à me laisser un commentaire si c'est le cas. C'est toujours plaisant d'apprendre des choses différentes ailleurs dans le monde. Donc, vous allez arriver sur place, vous allez vous inscrire. Dans notre coin de pays à nous, ce qui va arriver la plupart du temps, la majorité des événements sont gratuits. Les événements qui ne sont pas gratuits vont être à 5-6$, c'est pas mal le plus haut que j'ai vu. Et les endroits où j'ai vu où c'était à 6$, ben, je peux vous dire qu'il y avait justement une qualité de prix qui était plus élevée, qui n'avait pas nécessairement des prix pour tout le monde, mais que le niveau de qualité des prix était supérieur, et donc pour ça je leur lève mon chapeau, c'était vraiment agréable. Il y a un petit rush d'adrénaline lorsque le tirage se fait, et on espère être celui qui remporte l'objet qu'on convoite depuis le début. Les endroits où je suis allé qui étaient à 5$ ou autour de ça, la chose qui était très intéressante, c'est qu'ils nous permettaient de choisir 2 à 3 boosters, dépendamment des éditions qu'on choisissait, dans une sélection préétablie. Évidemment, là, vous ne pourrez pas prendre 3 boosters de Eternal Masters. Là. Ça serait juste pas profitable pour la boutique, mais quand même, bref, 5$ pour 2 ou 3 boosters, c'est quand même un excellent prix. Là. Et, on va se le dire entre nous, là, on achète tous des boosters de temps en temps, de toute façon. Donc bref, c'est quand même agréable. Vous pouvez avoir la chance de sortir une carte de ce booster-là qui a une bien plus grande valeur que ce que ça vous a coûté pour y aller. Et souvent, même ces boutiques-là vont même avoir des petits prix qui vont venir distribuer dans la soirée au fur et à mesure que les gens jouent.
Donc bref, c'est juste des plus, je suis très content, c'est des belles boutiques où est-ce que j'aime bien aller, où est-ce que j'aimerais retourner dans le futur lorsque l'occasion va se présenter. Mais comme je le disais, la majorité des événements de Commander sont gratuits. Parce que les boutiques se servent de ces événements-là pour vous amener dans leur boutique, tout simplement. C'est pas mal intentionné de leur part. C'est un commerce. Donc, ils veulent que vous passiez la porte. Ils veulent que vous veniez profiter de leur événement, de l'endroit qu'ils ont préparé pour vous, des prix qu'ils ont préparé pour vous. Bref, leur objectif, c'est de vous faire plaisir là-dedans. Donc, vous ne devriez pas voir ça d'un mauvais œil du tout. C'est 99% les propriétaires de ce genre de boutique sont des passionnés de Magic ou de jeux de rôle ou de jeux de table en général. Donc, bref, c'est des gens de la communauté, peut-être un peu plus élargie parfois, mais quand même des membres de notre communauté. Là, on est tous des geeks. Donc, ils font ça pour faire plaisir aux gens, et tant mieux si ça leur apporte du commerce en même temps. Donc, une fois que votre inscription va être faite, ce qui va arriver, la plupart du temps, encore une fois, c'est pas le cas partout, c'est pas toutes les boutiques qui sont autant organisées, mais je vous parle de en général, vous allez vous faire assigner une table. Donc, par exemple, 4 personnes vont se faire donner un bout de papier avec la lettre A dessus, ces personnes-là vont se retrouver à la table A. Même chose pour la table B, C, D, etc., dépendamment du nombre de participants à l'événement. Donc, une fois que vous êtes assis à cette table, que vous vous êtes installé, que vous voyez que les 3 autres joueurs, ou 2 autres joueurs, ou 4 autres joueurs sont installés autour de la table, ce que je vous recommanderais de faire pour lancer la conversation, ça va être de parler de quel niveau de puissance chaque personne a amené autour de la table. Donc, est-ce qu'on joue plus une partie autour de 4-5? Est-ce qu'on joue plus une partie autour de 6-7? Est-ce que tout le monde à la table a un deck d'un niveau de puissance 8? Ce qui peut arriver aussi, ben tant mieux, vous ferez plus qu'une partie, la plupart du temps. Ou si vos decks ont beaucoup de réponses, peut-être même une seule partie qui va se terminer tout juste pour la deuxième ronde. Si deuxième ronde il y a, bien entendu. Et ça vous permet aussi de parler avec les gens autour de la table de quelles sont leurs attentes pour la partie. Vous avez peut-être quelqu'un qui va s'asseoir autour de la table qui n'a pas un deck nécessairement dans les niveaux de puissance que les autres personnes autour de la table veulent jouer, mais que ça ne le dérange pas. C'est un deck qui veut playtester, c'est un deck qui veut voir comment il va se comporter, qui veut voir ce que son deck veut faire, et qui est tout à fait à l'aise avec ça. Donc ça aussi, ça peut être très correct, tant et aussi longtemps que vous vous parlez avant, et que tout le monde est d'accord, il n'y en a pas de problème. La limite, c'est le ciel. Là. Vous allez où vous voulez avec ça. Tant que tout le monde est d'accord, tout le monde est heureux, il n'y a absolument rien qui vous retient, à part les règles que la boutique peut avoir mis en place, évidemment, là, ça aussi ça peut arriver. Mais encore là, même eux sont très compréhensifs là-dessus. Si on a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de combo infini avant le tour 10, par exemple, parce que c'est un événement qui se veut casual, et que faire des combos infinis tour 3, 4, 5, c'est très peu casual. Mais si tout le monde qui s'assoit à la table est d'accord et que tout le monde a un deck combo et qu'on veut s'affronter dans une bataille sans merci pour voir qui va être capable de le sortir le plus vite, ben pourquoi pas? Tant et aussi longtemps que tout le monde assis autour de la table est d'accord. C'est le secret, c'est le secret. Communiquer, communiquer, communiquer. Vous pouvez vous rendre compte que tout le monde a en fait le même but que vous à cette table-là. Soyez pas gênés de le dire. Un troisième point que je vous recommande fortement d'apporter lorsque vous vous asseyez à la table avant de démarrer la partie, particulièrement si vous-même vous en avez dans votre deck ou si vous soupçonnez que quelqu'un à la table en a parce que vous avez déjà joué avec lui et qu'il n'y a pas la présence d'esprit de le mentionner, demandez aux gens qui sont assis autour de la table si ça les dérange, si vous avez des proxys dans votre deck. Qu'est-ce qu'une proxy? Une proxy, c'est une représentation d'une carte qui n'est pas la carte elle-même. Pour diverses raisons, soit vous l'avez dans votre collection et dans un autre deck, vous n'avez pas envie de passer votre temps à l'échanger. Il y a même des gens qui possèdent tout simplement pas la carte, mais qui veulent voir le potentiel que cette carte-là a avant de l'acheter, surtout si c'est une carte à 50, 60, 100, 200 $, ils vont vouloir voir si ça vaut la peine d'investir ça dedans. Donc, je vous dirais qu'en règle générale, j'ai jamais vu personne se plaindre si quelqu'un avait une proxy d'une carte qu'il possède. Si c'est un proxy d'une carte que vous n'avez pas et que vous l'amenez toujours, encore et encore, ben là, c'est plus du test. Là. On s'entend, là, vous l'avez testé, vous savez que la carte est bonne ou pas, c'est le temps de l'acheter ou de retirer la proxy de votre deck. C'est habituellement, ça peut causer un petit peu plus de froncement de sourcils, les gens aiment moins, mais si c'est une carte que vous avez dans votre collection, écoute, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. J'aime même mieux qu'on puisse jouer plus rapidement que tu sois obligé de sortir ton autre deck que tu as peut-être oublié en plus où est-ce que la carte est. Puis là, tu te retrouves avec un deck que tu peux pas jouer. Bref, là, je m'emballe, là, mais vous comprenez le concept, là, c'est pas agréable. Puis, de toute façon, ce que je vous recommande pour aider les gens à accepter ce genre de choses, c'est de vous imprimer des proxys. Je vais mettre dans la description
le site que j'utilise pour imprimer mes proxys, qui fait des proxys de très bonne qualité. On voit à peine la différence avec la vraie carte. Bref, ça va pas venir impacter négativement l'esthétique du champ de bataille et ça va remplir l'objectif que vous vouliez. Les gens sont encore une fois beaucoup plus ouverts dans ce temps-là parce qu'on a tous nos petits dadas et j'avoue que moi j'en fais partie. J'aime bien que le champ de bataille ait l'air de quoi il devrait avoir l'air et pas qu'il y ait une carte simplement écrit au crayon de feu dessus. Qu'est-ce que cette carte-là fait? Qu'est-ce que c'est supposé de représenter cette carte? Tandis qu'avec l'image, en plus, il n'y a pas de chance de se tromper. Toutes les explications sont sur la carte. C'est une copie de la carte elle-même. Tout simplement, cassez-vous pas la tête avec ça. Particulièrement si vous avez des cartes très chères comme des Mana Crypt. 170$ maintenant, et on peut dire merci au Mystery Booster Box pour ça, parce que le prix est encore plus élevé que ça avant. Des cartes comme Gaia's Cradle, bref, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est des cartes qui ont une valeur de plus de 100$, vous n'avez pas envie d'en racheter une pour mettre dans chacun des decks où est-ce qu'elle viendrait s'harmoniser avec votre synergie. Bref, sentez-vous à l'aise, j'ai jamais vu personne refuser ça, même les cartes avec écrit au crayon feu, on vit avec dans le pire des cas, mais c'est un peu moins agréable et ça peut causer des irritants pour certaines personnes. Donc bref, imprimez-vous des belles proxys ou faites-vous faire des arts alternatifs, il y a des sites qui font ça, il y en a même qui sont incroyablement plus beaux que les vraies cartes, des gens qui n'ont jamais la vraie carte dans leur deck simplement parce qu'ils ont toujours des arts alternatifs qui sont encore plus beaux ou qui conviennent plus à leur personnalité. C'est c'est une des caractéristiques de notre format, c'est que les gens s'en servent pour exprimer leur personnalité à travers leur deck building, à travers les arts qu'ils vont choisir sur la carte, s'il y a plusieurs arts disponibles. Bref, c'est très bien, ça fait partie intégrante de notre format. Je pense pas qu'on devrait être fermé à ça du tout, au contraire. Tant et aussi longtemps que c'est fait dans des limites acceptables et agréables pour tous. Donc ça, c'est les 3 choses dont vous devriez toujours parler avant le début de la première partie. Quel niveau de puissance est-ce qu'on joue? Quelles sont les attentes de chacun autour de la table pour la partie? Et est-ce que quelqu'un a un problème avec le fait que quelqu'un utilise des proxys dans un de ses decks? C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, on entre dans la partie en tant que telle. Donc là, gardez en tête les attentes que chacun avait pour cette partie, essayez d'être respectueux de tous, bref, le savoir-vivre, tout simplement. On va faire de la politique, on va essayer de tirer notre épingle du jeu, on va tous essayer de gagner. Ce qui va arriver souvent, il y a beaucoup de boutiques où est-ce qu'il va y avoir un temps limite d'imposer pour chacune des rondes, s'il y a plus qu'une ronde habituellement. S'il y a juste une ronde, habituellement c'est très lousse là-dessus, parce que de toute façon, il n'y a pas une deuxième ronde de prévu et c'est pas un problème. Mais quand il y a un temps limité et une deuxième ronde de prévu, ce temps-là va être affiché à la vue de tous d'une façon d'un chronomètre sur un écran, sur un mur, sur le comptoir, peu importe où. Mais vous allez toujours pouvoir vous retourner et tout simplement consulter combien de temps est-ce qu'il reste à cette partie, est-ce que je dois commencer à jouer plus agressivement pour amener la partie à une fin. Bref, toutes ces raisons. Si vous vous rendez compte aussi qu'à la fin de votre première partie, il vous reste plus que la moitié du temps alloué, profitez-en pour faire une deuxième partie. Peut-être qu'il y a quelqu'un à la table qui est là pour playtester son deck, pour voir comment il se comporte encore une fois. Donc, donnez la chance à cette personne-là d'affronter plusieurs decks différents. Si les 3 autres personnes autour de la table sortent un autre deck, d'un autre style différent, d'une autre thématique, d'un autre archétype différent, ça va permettre à cette personne-là de retirer le plus de valeur possible de sa soirée de playtesting. Et ça aussi, c'est très agréable. Et mettez-vous à la place de cette personne-là. Parce que ça va vous arriver aussi d'apporter votre deck pour le playtester. Donc, si vous êtes quelqu'un qui encourage ce genre de choses, ça va vous profiter à vous aussi. Alors, tout le monde gagne. Est-ce que c'est pas magnifique, ça? C'est le genre de solution qu'on aime chez l'Archimage. Quand tout le monde gagne. Contrairement à dans notre format où c'est un format de perdant. Comme je me plais à le dire. Parce que gardez toujours en tête qu'il y a toujours 3 personnes qui s'assoient à la table qui vont perdre cette partie. Une personne qui va gagner, 3 personnes qui vont perdre. C'est un format de perdant. Je dis ça à la blague, là, bien entendu. Là, il y a les joueurs de Commander sont souvent des joueurs excellents, des gens qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans leur deck, mais c'est ainsi fait. Si on est 4 à jouer, on ne peut pas être 3 à gagner. Donc, bref. Je crache pas du tout sur notre format. Au contraire, c'est une chose que je trouve magnifique, le multijoueur. J'adore ça, vous le savez. Si c'est pas le premier vidéo que vous écoutez de cette chaîne, vous savez que du multijoueur, j'en mange et que c'est une de mes passions à Magic. Donc, une fois que votre partie est terminée ou que le temps est écoulé et que là, si votre temps s'écoule avant que votre partie soit terminée, ce qui va arriver, c'est que la plupart du temps, ils vont soit vous donner une extension de 5 minutes la plupart du temps, ou
dépendamment des boutiques, ils vont vous dire, bon, vous avez droit à un tour de table supplémentaire. Donc la personne qui est en train de jouer son tour à ce moment-là, quand elle va passer le tour, les 3 autres personnes autour de la table vont jouer leur tour et elle va terminer en jouant son tour. Et ensuite de ça, on va déterminer qui gagne, tout simplement habituellement par la personne qui a le plus de points de vie à la table. Vous pouvez vous entendre là, à la table. Si vous vous rendez compte qu'une personne a un point de vie moins que vous, mais qu'elle a une présence sur le champ de bataille, une main pleine en plus, bref, vous pouvez voir que cette personne-là aurait clairement gagné si la partie avait continué. De toute façon, la plupart du temps, il n'y a pas de prix d'impliqué, il n'y a pas de bourse en jeu, donc soyez fair play, donnez la victoire à la personne qui aurait dû l'avoir, vous êtes capable de le voir, vous êtes des gens intelligents si vous jouez à Magic, vous êtes capable d'extrapoler ce genre de choses. Vous pouvez aussi y aller au pied de la lettre avec le nombre de points de vie, c'est très correct, mais attendez-vous pas à ce que la prochaine fois, si c'est vous qui êtes en meilleure posture, qu'on vous donne la partie, même si vous aviez moins de points de vie, mais vous aviez une meilleure présence, une meilleure combine sur le jeu. Tant que vous êtes fair là-dessus et que c'est toujours égal avec tout le monde et que tout le monde se lève de la table en étant heureux, aucun problème avec ça, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire à partir de ce moment-là. Si tout le monde est heureux, vous faites ça bien. Peu importe comment vous le faites. Tout le monde est heureux, vous faites ça bien. C'est la règle à respecter tout le temps. Donc, finalement, quand la partie va être terminée, que votre temps de jeu va être passé, que vous avez dépassé votre extension, en tout cas, bref, que vraiment la partie est terminée, vous allez changer de table ou peu importe, je vous recommande toujours, si vous avez perdu la partie. Si vous avez gagné la partie, je vous recommande moindrement, mais là, ça va être question de tâter comment les gens se sentent à la table, mais c'est toujours mieux si c'est quelqu'un qui a perdu qui initie la procédure, c'est-à-dire qu'on va, quand on n'est pas en temps de pandémie évidemment, tendre la main à la personne qui a gagné et lui dire qu'elle a joué une bonne partie, la féliciter pour sa victoire. La personne va habituellement répondre en disant oui, bonne partie, tel moment, je pensais vraiment que tu allais m'avoir, etc. Ça relance une belle discussion, ça permet aux gens de se remémorer les beaux moments de cette partie-là et ça permet aussi de abaisser la tension qu'il pourrait y avoir si quelqu'un a passé toute la partie à affronter l'autre personne de carte après l'autre sans arrêt. Ça permet justement de ramener ça à un niveau de « Hey, c'est un jeu, on a eu du plaisir, donc on a atteint notre objectif, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. » Très important. C'est une petite attention qui fait toute la différence, qui va donner plus de plaisir aux gens, qui va empêcher la personne qui a gagné de peut-être parfois se sentir mal parce qu'elle va peut-être se dire ben là, si tout le monde n'est pas content, c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de pas correct. Bref, dites toujours aux gens qui ont joué une bonne partie, gagné, perdu, ça n'a pas d'importance. Gardez cette civilité-là entre vous, c'est très important. Et finalement, une fois que vous allez avoir joué votre deuxième ronde, si c'est le cas, que vous allez avoir changé de table parce que des gens vous ont invité à aller jouer une partie avec eux parce que quelqu'un devait partir ou peu importe, une fois que vous allez décider de quitter l'événement, que ce soit par obligation personnelle ou peu importe, qu'il est tard, vous allez vous coucher, la raison n'a pas d'importance. Lorsque vous partez, prenez le temps de jeter un coup d'œil sur la salle et de saluer les gens, particulièrement ceux avec qui vous avez eu du plaisir ou les gens en général, la personne qui est derrière le comptoir. Moi, il y a beaucoup de boutiques où je vais où la personne qui est derrière le comptoir, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé une relation, c'est quelqu'un qui connaît mes goûts en matière de cartes, qui me salue par mon prénom lorsque j'entre, qui va... Si je rentre dans l'événement puis que j'oublie d'aller m'inscrire ou peu importe, quelqu'un m'apostrophe pendant que je suis en train de sortir mes choses de mon sac, que je me mets à discuter. Et là, je me dépêche vite à 1 minute avant le début de l'événement pour aller m'inscrire. La personne va me dire, ouais, c'est bien, je t'ai déjà inscrit, je savais que tu étais venu pour ça, etc. C'est des petites attentions qui, pour moi, en tout cas, font toute la différence. J'aime ça me sentir à ma place, dans ma maison, avec aux endroits où je vais jouer souvent. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. On peut pas mettre une étiquette de prix là-dessus. C'est personnel, c'est un bon service. J'adore ça, bref. Ce qui nous amène à notre dernier point. Si une boutique ou un organisme, peu importe, fait des événements que vous appréciez et auxquels vous avez du plaisir à aller et que vous voulez que ces événements-là continuent, je vais vous donner le truc ultime pour que ça continue. Achetez là-bas. Dépensez votre argent dans cette boutique. Ou, si ce n'est pas tout votre argent pour des questions de prix ou peu importe, ou même si vous n'avez pas beaucoup de moyens en ce moment pour acheter des cartes Magic ou peu importe, n'importe quelle petite chose peut faire une différence. Moi, ce que j'essaie de faire et ce que je vous recommande aussi, c'est quand je sais par exemple que je vais aller à cette boutique
pour aller jouer à Commander mercredi soir, par exemple. Bien, le dimanche ou le lundi, je vais passer par leur site internet ou par la messagerie Facebook, dépendamment s'ils ont un site internet où ils font de la vente en ligne ou pas. Et je vais leur envoyer une liste de cartes que je vais acheter. Ils vont me sortir leur prix, je vais aller avec ceux qui sont comparables dans la compétition que j'ai vue. C'est des cartes dont j'ai besoin de toute façon, que je vais acheter de toute façon. Donc je leur envoie cette liste-là. Quand j'arrive à l'événement, si elle n'est pas déjà prête, elle va être prête pendant l'événement. L'employé, ça va lui faire plaisir de venir vous porter vos cartes. Aussi simple que ça peut être 2$, ça peut être 5$, ça peut être 10$, ça n'a aucune importance. Bon, évidemment, si j'ai acheté par exemple pour 300$ de cartes à une boutique, c'est très possible et très acceptable que je n'en achète pas pour 3-4 semaines et que je me sente pas mal d'aller à leurs événements quand même. On va se le dire. Mais c'est important de voter avec votre argent. Vous aimez le service que vous recevez, vous aimez les événements qui sont organisés là-bas, vous aimez la façon, le professionnalisme avec lequel le juge va vous expliquer ses jugements, qui va prendre le temps de vous écouter, et tout ça. Bref, toutes les choses qui font que vous aimez aller dans cette boutique, votez avec votre argent, faites-leur savoir comme ça. Ça leur permet de continuer à être une entreprise qui fleurit, qui devient de plus en plus grosse et qui va rester ouverte et où vous allez avoir la chance de continuer à les jouer. Donc bref, ça conclut ça. Achetez où vous jouez, achetez à votre magasin local, si c'est un bon magasin, si c'est un endroit où vous avez du plaisir à aller, où vous recevez du bon service. Je me répète, je le sais, mais c'est à ce point-là que c'est important. Achetez où vous jouez. Bon, on met ça de côté. Maintenant, un autre petit côté qui est particulier lorsque vous allez jouer en boutique, ce qui n'est probablement pas le cas quand vous jouez à la maison ou chez un de vos amis ou peu importe, c'est que vous allez avoir un juge à votre disponibilité. Ce qui est très pratique dans une partie de Commander parce qu'il y a énormément d'interactions complexes et on ne connaît pas toutes ces interactions-là par rapport à la situation qui se passe. C'est un travail colossal que de le savoir. La personne qui va être le juge à l'événement est habituellement la même personne qui va travailler dans leur comptoir, à moins que ce soit vraiment une grosse boutique, ou que ce soit vraiment un gros événement qui a été prévu pour ça, donc bref. Mais la plupart du temps, ça va être la même personne qui va être derrière le comptoir, la même personne qui va avoir préparé votre commande, la même personne qui va vous avoir inscrit à l'événement. Donc, vous allez avoir l'occasion de lever la main en l'air, de dire « Juge », la personne va se présenter aussitôt qu'elle est capable, elle va venir écouter votre situation, elle va vous donner son jugement là-dessus. Et une petite note en parenthèse là-dessus, assurez-vous de rester respectueux et d'accepter le jugement de cette personne. Les juges sont formés de toute façon. S'ils ne sont pas sûrs de l'interaction qui se passe, leur premier réflexe, ça va être de vous dire « Donne-moi 2 minutes, je vais aller vérifier ». Et là, ils vont aller se plonger dans leur bassin de ressources qui, honnêtement, est incroyable. On a une quantité de ressources qui est immense lorsqu'on est un juge à Magic, que ce soit des groupes Facebook où les gens vont y répondre, que ce soit des gens qu'on connaît qui sont des juges de plus haut niveau, que ce soit des accès à des rulings ou aux règles générales de Magic qu'on va pouvoir les consulter et déterminer par notre propre jugement qu'est-ce qui devrait arriver. Ils ont cette habileté et ils ont ce réflexe parce qu'ils ont été entraînés comme ça. Je ne vous dis pas que le jugement est toujours à 100% le bon et ce qui aurait dû arriver vraiment. Mais de toute façon, on joue dans un univers casual, on joue un format qui est là pour qu'on se fasse du plaisir, accepter le jugement sans rouspéter, sans rechigner. Cette personne-là est là pour vous aider et va s'arranger pour que votre partie soit le plus agréable possible. Dans le cas où le juge attitré serait occupé, justement, c'est la personne derrière le comptoir qui est occupée avec un client, qui a qui est en train de donner un jugement à une autre table, qui a du travail à faire, peu importe la raison, il y a 99% du temps, il y a quelqu'un dans la salle qui est soit un autre juge, que ce soit de niveau 1 ou de niveau 2, qui est venu participer à l'événement et à qui ça va faire plaisir de vous aider parce que on ne devient pas juge parce qu'on n'aime pas donner des jugements et qu'on n'aime pas aider les gens à jouer à Magic. C'est tout le contraire. Donc ça va lui faire plaisir. Les gens qui sont assis à sa table le savent habituellement de toute façon et ça ne les dérangera pas qu'ils prennent 1 minute ou 2 pour prendre le temps de répondre à votre question. Il y a aussi ce qu'on appelle les joueurs ressources. Les joueurs ressources sont des gens qui sont habituellement dans le processus pour devenir des juges de niveau 1, qui n'ont pas passé l'examen encore, mais qui ont eu l'approbation de, parce qu'ils ont suivi une bonne partie de la formation, de dire qu'ils sont des gens qui ont des connaissances plus hautes que la moyenne des joueurs de Magic, et donc qui peut aussi vous aider dans ce sens-là. Je recommande toujours quand même d'aller vers un juge, mais un joueur ressource peut très bien faire l'affaire la plupart du temps,
Et surtout en ce moment, par exemple comme moi, je suis un joueur ressources, je serais un juge de niveau 1 si c'était pas de la pandémie. J'étais avancé dans mon processus, j'avais suivi toute la formation, tout ce qui me manquait c'était d'aller m'occuper d'un événement moi-même sous la supervision d'un juge de niveau 2. Mais là, malheureusement, à cause de la pandémie, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, gardez ça aussi en tête, cette personne-là peut être très qualifiée. Même un juge de niveau 1 peut être meilleur qu'un juge de niveau 2. Là. C'est pas parce qu'il n'y a pas le titre de juge de niveau 2 qu'il n'y a pas plus de connaissances ou plus de ressources à sa disposition. C'est vraiment très personnel. Bon, règle générale, le juge de niveau 2 a plus d'autorité pour des raisons évidentes, parce qu'il a fait un autre processus, il a appris plus de règles obligatoirement. Mais quelqu'un qui est un juge de niveau 1 peut avoir appris autant de règles qu'un juge de niveau 3 s'il a mis l'effort là-dedans et que ça ne l'intéresse tout simplement pas de monter dans les niveaux. Mais bon, ça c'est une toute autre discussion. Laissez-moi savoir dans les commentaires d'ailleurs si vous aimeriez savoir comment faire pour devenir juge à Magic, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou juste me parler d'une anecdote que vous avez déjà eue avec un juge, peut-être un petit moment cocasse, un malentendu, ou peu importe. Je sais que comme moi, vous en avez probablement plein. Laissez-moi ça dans les commentaires. Et bref, pour en revenir à ce que je voulais dire là-dessus, c'est que respectez ces gens-là. C'est des gens qui sont là pour aider notre communauté. C'est des gens qui veulent être des leaders positifs dans notre communauté. Et donc, le mot d'ordre est respect. Et on termine avec notre pain et notre beurre habituel. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a servi à quelque chose, qu'elle vous a été utile, que vous avez appris des choses sur les événements boutiques, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et le plus important, comme toujours, partagez cette vidéo, que ce soit dans un message privé avec vos amis, que ce soit sur votre groupe privé avec votre playgroup, que ce soit sur des groupes que vous suivez, sur votre page Facebook en général. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à agrandir notre communauté. On arrive bientôt à 150 abonnés. J'en suis très heureux, c'est très motivant. Ça me pousse à continuer à faire toutes les éditions des gameplays qu'on vous a déjà tournés, d'autres gameplays qu'on va tourner encore en fin de semaine. Bref, on met beaucoup d'efforts là-dedans, ça nous fait plaisir, ça nous fait vibrer. Mais bien entendu, si on n'a pas de retour de votre part, on pourrait avoir l'impression de faire ça un peu seulement pour nous-mêmes, qui est très correct aussi parce qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à le faire, on s'amuse, on joue des parties, donc bref, j'ai pas besoin de vous dire que c'est plaisant. Et alors, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, qui nous aide à rester motivés. Je vous en remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.